restez zen. Avec Passeport Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez que vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Donc il est 12h02 et donc on va commencer notre émission Passeport Bien-être de la semaine. Donc j'ai à côté de moi Roland Granotier qui est mon invité du jour et donc on va parler aujourd'hui de yoga et puis d'autres choses bien sûr. Bonjour Roland. Bonjour. Ça va? Très bien, oui, Pas merci. Pas trop stressé? Non, ça va, un Non. professeur de yoga, normalement, ne stresse pas trop. En principe, oui. Hein. Donc, eh bien, on va peut-être, avant de commencer vraiment l'émission, je vais vous demander de vous présenter un petit peu. D'accord. Hein, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, et voilà. Ok. Donc, je m'appelle Roland Granotier, j'ai 47 ans, je suis marié, papa de 2 enfants. Je suis passionné de montagne, de nature, donc je suis très bien dans cette belle région. Et puis je suis donc professeur de yoga et puis également coach. Donc je travaille en accompagnement individuel et professionnel. Super. Et donc, je crois que c'était pas votre premier métier, ça. Hein, vous aviez une autre activité auparavant. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de pratiquer le yoga et d'être professeur de yoga? Voilà, alors effectivement, s'il y a 10 ou 15 ans, on m'avait dit que je serais au micro de Radio Grand Lac pour parler de yoga, j'y aurais probablement pas cru. Donc moi, j'ai un passé en entreprise, donc j'ai travaillé pendant 18 ans dans une société de marketing et beaucoup à des postes de management. Donc j'étais responsable d'un service client et puis directeur industriel. Et c'est dans cette période où j'étais directeur industriel où j'ai commencé à m'intéresser à la gestion du stress, parce que c'était un métier qui était stressant, donc je ressentais une sorte de pression de ce côté-là. Et puis au-delà du stress, en l'analysant avec recul, il y avait aussi peut-être d'autres dimensions, de peut-être manque de sens dans ce que je faisais, qui créait de la gêne. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toutes ces activités. Et puis un jour, ça s'est fait vraiment par hasard, une fin de semaine où j'étais bien fatigué par ma semaine de travail. Ma femme, elle me dit, écoute Roland, il y a un cours de yoga pas loin, c'est un cours gratuit d'initiation, donc tu devrais peut-être aller essayer, ça te fera peut-être du bien. Alors moi, je me suis dit, mince, déjà j'ai passé une semaine difficile et là en plus, il faut que j'aille faire du yoga. Waouh. J'avais une vision du yoga, comme une activité plutôt très, très calme, lorsqu'elle peut être. Puis en tout cas, je me sentais pas bien à l'aise dans le fait d'aller faire du yoga. Et ce premier cours de yoga a été une révélation absolue. Au bout d'un quart d'heure de yoga, j'ai repris conscience de certaines choses qui se passaient en moi. Et je suis ressorti de ce cours de yoga avec une énergie incroyable. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est une activité qu'il va falloir que je continue parce que c'est tellement riche, tellement vaste. Et puis du coup, cette journée-là, ce matin où je suis allé essayer le yoga, a changé ma vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assis devant vous. Oui, donc on va développer peut-être un peu cette activité de yoga, mais avant tout, on va peut-être se faire une pause musicale et puis on revient tout de suite après. Ok. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio, votre radio, votre radio, votre radio. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour sur Radio Grand Lac. Et oui, maintenant vous reconnaissez la voix de Josiane. Merci Josiane de me prêter ta voix pour mon jingle. Je te fais un grand coucou, un grand bisou. J'en profite aussi pour souhaiter d'excellentes vacances à notre Sandra, qui a pris un petit peu de repos bien mérité, puisque quand même grâce à elle et à Claudie, nous avons pu obtenir la fréquence du 92.1 avec un travail vraiment considérable qu'elles ont fait et on les remercie et félicitations. Donc voilà, mon petit rituel est passé. On va reprendre notre émission avec Roland. Et donc, on parlait yoga. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette activité de yoga? Oui, tout à fait. Alors, on entend souvent parler de yoga aujourd'hui. Alors, des personnes qui me disent le yoga est à la mode. Alors, je leur dis oui, effectivement, il y a un petit effet de mode sur le yoga, mais c'est une mode qui dure parce que le yoga nous vient d'Inde. Et c'est une pratique qui a à peu près 4000 ans. Donc, les premières traces qu'on trouve sont vraiment très, 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 très anciennes. Donc, on peut imaginer le yoga dans son histoire un petit peu comme un arbre avec des racines qui sont un petit peu perdues du côté de l'Inde. On ne sait plus trop où. Il y a un tronc commun, donc il y a des
toute une histoire commune de tous les courants de yoga actuels. Et puis aujourd'hui, le yoga a tendance à se diversifier un petit peu comme les branches d'un arbre et d'avoir plein de courants. Alors, l'étymologie du mot yoga, ça vient d'un mot sanskrit qui est une langue indienne. Et cette racine, c'est yuj, ça veut dire unir. Donc, peut-être qu'une des premières recherches dans notre pratique du yoga, c'est cette notion d'union. Alors, ça peut être une union qui est plutôt intérieure, peut-être déjà de remettre en connexion notre corps, notre mental, notre cœur, notre âme, notre respiration. Tout ça fonctionne de façon fluide. Et puis peut-être aussi une union avec quelque chose d'un petit peu plus grand autour de nous qui nous dépasserait. Oui. Donc le yoga, il a évolué au travers des âges, avec quand même plutôt une pratique méditative quand même dans les premiers millénaires. L'objectif premier du yoga, c'était d'apaiser les fluctuations automatiques du mental. Donc voilà, on parle beaucoup de stress aujourd'hui et de la suractivité de notre mental, mais il y a 2-3 000 ans, il se posait déjà ces questions. Et pourtant, Voilà. s'ils voyaient ça aujourd'hui, ils seraient... Voilà, Hein? je dirais oui, c'est oulala, Oula. ça a empiré, on n'a pas réussi notre mission avec le yoga. Ouais. Donc voilà, une idée plutôt d'essayer d'arriver à maîtriser ce mental, cet ego, et puis faire qu'on puisse accéder à un état d'union ou d'élévation. Après, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut là-dedans. Mais c'était la quête initiale du yoga. Donc ça, c'était très tourné en Inde. Alors c'est amusant parce que c'était une pratique exclusivement masculine qui servait plutôt à éduquer les élites, les prêtres, les guerriers, les gens qui étaient au pouvoir. Donc quelque chose de très masculin et très lié au pouvoir. Donc c'est une philosophie, le yoga. J'aime bien le rappeler parce que parfois, comme c'est mêlé un petit peu aussi à la culture indienne, on parle parfois de dieux, de déesses, il y a toute une culture autour. On peut se dire, tiens, est-ce que ça n'a pas une notion religieuse aussi? Non, c'est vraiment une philosophie. Et puis après, évidemment, ça s'est marié avec la culture de l'Inde. Et puis le yoga, il est arrivé en Occident, d'abord plutôt aux États-Unis, en début du XXe siècle, dans les années 1920-1930. Et c'est des grands maîtres indiens qui se sont dit, tiens, on va essayer d'exporter cette belle pratique dans d'autres pays et puis de diffuser cette pratique du yoga. Et alors le yoga, j'ai oublié de vous le préciser, mais il y a 8 piliers dans le yoga. Donc dans les textes fondateurs, on dit le yoga, il y a 8 piliers. Donc aujourd'hui, on connaît beaucoup la partie posturale, les postures qui sont un de ces 8 piliers. Mais il y a encore 7 autres à découvrir. Alors, il y a la respiration aussi, qu'on connaît bien. Il y a le côté de la méditation, qu'en est un. Et puis, il y avait 2 premiers piliers qui sont plutôt liés à la connaissance de soi. Donc, apprendre à se connaître, voir comment on fonctionne. Et puis, aussi une sorte de discipline et puis de règles communes pour bien interagir avec les autres. Donc en fait, c'est un apprentissage. Voilà, c'était vraiment très très vaste. Quand on faisait du yoga, on apprenait tout. On apprenait à se connaître, à avoir des rituels, on apprenait à échanger avec sa communauté, avec les autres, on apprenait à gérer son corps par les postures, sa respiration, on apprenait à gérer son mental et à méditer pour essayer d'être quelqu'un bien, un petit peu mieux. Mieux, on va dire pas bien, mais mieux. Voilà. Mais c'est vrai que, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a vraiment de grosses difficultés mentales, entre guillemets, je veux dire, peut-être beaucoup de stress ou de déprime ou de mal-être, est-ce que c'est pas compliqué pour cette personne de pratiquer le yoga? Alors, je dirais au contraire non. Alors, comme on pratique, nous, aujourd'hui, en Occident, alors il y a plein de courants, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, il y a une pratique qui est beaucoup avec cette porte d'entrée du mouvement du corps. Et ça nous permet justement de nous déconnecter un petit peu de tout ce qui se passe dans notre mental et de se reconnecter peut-être plutôt à des sensations corporelles, sensorielles, retrouver un petit peu la place de notre respiration, de nos intuitions. Et du coup, on a tendance à donner un petit peu moins de place à notre mental et ça permet de rééquilibrer. Donc, je pense qu'au contraire, c'est plutôt une belle pratique si on a un petit peu trop le cerveau qui tourne en rond pour revenir à quelque chose peut-être plus ancré, plus terre à terre. Ouais, je pense que... je dis ça parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent être tellement stressés, tellement être repliés sur eux-mêmes que c'est peut-être même difficile pour eux de faire la démarche de faire une séance de yoga. Et comment on peut faire pour justement les inciter à essayer au moins, comme vous l'avez fait vous la première fois, à pratiquer au moins une fois pour voir l'effet que ça peut produire sur eux. Alors en effet, il y a un côté assez puissant dans le yoga. Alors après, il y en a qui adhèrent ou d'autres qui adhèrent pas. Voilà, moi, en un quart d'heure, ça a transformé ma vie. Donc, c'est quand même efficace. Ouais. Ça peut être parfois ressenti comme violent aussi, en se disant, moi, je suis un petit peu déprimé, puis ça va me mettre en face de moi-même, parce qu'il va falloir que je ferme les yeux.
ça va peut-être remettre en évidence certaines émotions. Donc c'est très très important déjà d'être bien accompagné là-dedans, donc de choisir à la fois un professionnel qui connaît son métier, Mmh. et puis aussi avec lequel on se sent bien. Donc il y a Oui, c'est ça. beaucoup ce rapport de Mmh. bienveillance, de respect qu'on peut avoir dans notre pratique, qui me semble essentiel dans ce domaine-là. Et puis après, voilà, de pas trop se mettre de pression, quoi. Se dire, Ouais. voilà, j'essaye, ça me permet, moi, de me relâcher, peut-être de m'ouvrir sur d'autres dimensions, et puis de trouver voilà, ce calme, ce bien-être. Et donc une séance typique de yoga, comment elle se passe? Mhm. Ah là là! Alors, déjà, ce qu'il faut expliquer pour ceux qui connaissent pas le yoga, c'est qu'il y a différents courants de yoga. Donc, c'est encore plus vaste aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de courants qui se créent. Mais on va avoir plein de types de yoga. Alors, ça peut être, moi, par exemple, je pratique un yoga. On va dire que la base de mon yoga, c'est quand même le mouvement et la connexion du mouvement du corps avec la respiration. Mais il y a d'autres yogas qui sont plutôt plus doux. On va faire par exemple des postures au sol qui vont être plutôt dans le relâchement. Il y a des yogas qui vont être plus sur les sensations énergétiques, plus sur la relaxation, sur la technique. Donc voilà, donc faut trouver un petit peu la bonne porte d'entrée dans le yoga, quelque chose qui nous attire. Voilà, alors pour des personnes qui peut-être pensent trop, le côté dynamique peut être bien parce que comme on Mmh. va bouger, ça va nous occuper le mental pendant un petit moment et puis on va en revenir peut-être plus dans l'instant présent. Pour d'autres, le côté méditatif va plaire. Voilà, donc il faut trouver un petit peu à la Ah ouais, fois d'accord. sa porte d'entrée dans le style de yoga et puis aussi la personne avec qui on a un bon feeling pour pratiquer Ah ouais. en Et sécurité. moi, je pensais que justement dans la séance de yoga, parce que moi, j'avoue, hein, je connais pas du tout le yoga Mhm. et c'est déjà super ce que vous dites. Ça me déjà, j'en connais un petit peu plus, mais je pensais qu'il y avait justement quand on faisait une séance de yoga, il y avait toutes ces choses-là mêlées, la méditation, l'énergie, enfin toutes ces Oui. choses-là. Donc Alors par exemple, moi, si je vous décris un cours de yoga tel que je le fais, donc c'est personnel et il y aura d'autres pratiques différentes, mais j'aime bien déjà, moi, dans un cours, donner une thématique. C'est-à-dire qu'on va essayer d'orienter la pratique même corporelle sur quelque chose qui peut nous faire progresser dans notre vie, dans notre quotidien. ah ça c'est bien. Donc voilà, se dire, je sais pas, on va parler, là ça peut être l'énergie de l'été par exemple, c'était ma thématique de cette semaine, mais ça peut être sur le stress, ça peut être sur la confiance, sur la force, sur l'équilibre, bon, peu importe. Mais essayer de trouver une sorte de fil rouge pendant tout le cours. Après, on commence toujours par un moment de centrage, donc c'est un moment où on va se poser assis, on va fermer les yeux, et puis on va essayer déjà de faire cette transition entre notre quotidien, qui est souvent agité, tourné vers l'extérieur, et puis cette pratique qui est quand même plutôt un petit peu intérieure. Donc c'est une sorte de sas de décompression un petit peu, où on va essayer de se reconnecter à son corps, à sa respiration. Après, on a un moment plutôt voilà, de réveil corporel, articulaire, pour commencer notre pratique des postures. Un moment de posture plus dynamique, qui peut parfois être très dynamique. Voilà, on règle le curseur en fonction aussi du public et puis des attentes des groupes. Et puis on termine par, donc pour ceux qui connaissent plutôt les énergies chinoises, il y a ce côté yang là en ce milieu de séance, donc plutôt de feu, d'action, d'énergie. Et puis j'aime bien moi terminer par quelque chose de plus doux, donc peut-être des postures au sol, et on termine toujours par une posture de relaxation qui en yoga s'appelle Shavasana. Donc c'est une posture où on est allongé au sol, les yeux fermés. Et c'est une posture qui est vraiment essentielle pour moi, même moi qui suis plutôt fan de yoga dynamique. Voilà, terminer par cette posture de relaxation, c'est vraiment là où on peut intégrer tous les bienfaits de notre pratique. Ah ouais, mais ça a l'air très intéressant tout ça, hein. Tout à fait. Et moi, je pensais, c'est peut-être ridicule hein, ce que je vais dire, mais est-ce que, parce que moi, quand je regarde souvent ou des photos Hmm. ou de yoga, on voit des postures quand même, on se dit, punaise, mais il faut être vachement souple, quoi, pour faire, pour faire du yoga. Est-ce que c'est le cas? Parce que c'est vrai, lorsque moi, je vois des photos, je dis, mais bon sang, mais à part un professeur de yoga ou quelqu'un d'hyper souple qui a fait de la gym quoi avant peut faire ce genre de posture quoi. C'est incroyable quoi. Mhm. Alors non, déjà la bonne nouvelle, c'est vous êtes parfaite pour faire du yoga. Et Ouais. voilà. Donc c'est vraiment une pratique. Moi, j'adore le yoga parce que dans un cours, on peut avoir des personnes. Moi, dans mes cours, j'ai des personnes de 30 ans, de 65 ans. J'ai des personnes qui font du sport, d'autres qui font pas de sport, qui débutent, qui sont avancées.
Et on peut toujours arriver à pratiquer ensemble et adapter le niveau des postures en donnant des variations, par exemple, pour que tout le monde puisse se faire plaisir ensemble. Ah ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'être souple. Alors là, vous me lancez sur une thématique. C'est c'est l'apparence du yoga et en particulier sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pareil, moi, je suis beaucoup de comptes de profs de yoga sur Instagram ou Facebook. Et évidemment, on voit que cette partie d'apparence, de perfection, de beauté, Ouais. voilà. Et c'est pas le yoga. Voilà. Ah Soyons d'accord, clairs. c'est du spectacle, vous voulez dire? Voilà, Un c'est un petit peu? peu c'est comme sur les réseaux sociaux. Voilà, on montre la meilleure facette D'accord, ouais. de nous. Ouais. Et alors, c'est bien parce que ça permet de promouvoir le yoga. Et puis après, Ah, chacun mais a ça son peut faire image peur aussi. aussi, parce que Ça, les gens qui voient ça, Hmm. ils se disent, mais punaise, moi je veux pas y aller, je serais Voilà. incapable de faire ça, quoi. Ça peut faire peur et puis ça peut rendre mal à l'aise en disant bah Bah moi voilà, voilà, j'ai pas le corps adapté à voilà, ça. Je suis pas une ancienne danseuse. voilà, Euh, ou gymnaste. Voilà. Donc voilà, donc il y a forcément le yoga qui vous convient, forcément le prof qui vous ressemble. Voilà, on parlera tout à l'heure. Moi, je fais même du yoga sur chaise, donc il n'y a pas du tout besoin de souplesse, ni Ah de oui. force, ni d'équilibre. Et je crois que c'est vraiment un des messages clés du yoga, c'est voilà, vous êtes parfait tel que vous êtes, quoi. Ah ouais. Et donc, il y avait aussi une autre question qui me venait à l'esprit, là. Les gens qui, par exemple, ont des prothèses ou qui ont eu des interventions quand même assez importantes, est-ce que le yoga est conseillé? Est-ce qu'il y a quand même des choses où il faut faire attention? Est-ce qu'il y a... voilà. Alors, il y a des précautions à prendre, effectivement. Donc, dans un cours grand public, il va être ouvert à tous, donc il ne va pas pouvoir s'adapter à des spécificités thérapeutiques ou les situations de vie. Donc, si vous avez des blessures, alors déjà, c'est essentiel de pouvoir prévenir le prof avant le cours. Mm. Et puis, on a des cours qui sont adaptés. Donc, il y a des cours de yoga thérapeutique, par exemple, où on va travailler uniquement la dimension justement thérapeutique et en tout cas intégrer la notion de santé dans la pratique. Il y a des cours spécifiques pour qu'on appelle prénatal pour les femmes enceintes. Ah, Là, bien. c'est pareil, il y a des postures qui sont... Alors, le yoga est toujours bénéfique, mais il faut l'adapter à sa situation. C'est ça. Voilà, il y a C'est un des petit cours- peu comme un médicament, quoi. Quand vous êtes malade, si vous prenez pas le bon médicament, vous n'allez pas guérir. Voilà. Donc là, Et- c'est pareil. Et même, vous pouvez vous blesser. Enfin, Voilà. ça peut être, Ah ça oui, peut être, quand même, à ce ça peut point-là. être, Ah oui. ça peut créer des blessures. Oui. Et pour les personnes cardiaques, tout ça, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de... Alors, moi, j'ai envie de dire que la vie, elle est quand même liée au mouvement et à notre capacité à bouger, à respirer et à faire fonctionner notre corps. Donc, chaque pratique qui va aller vers ça, pour moi, nous amène à la santé. Après, il faut savoir quelles sont les postures ou les pratiques qui ne sont pas adaptées pour nous. Donc, par exemple, on utilise beaucoup des techniques de respiration en yoga. Il y en a qui sont déconseillées pour les personnes qui ont des problématiques cardiaques ou des problèmes de tension artérielle. On a évidemment toutes les problématiques articulaires sur lesquelles il faut faire attention. Parfois, on a la tête en bas en yoga, donc ce qu'on appelle des inversions. Les personnes qui ont des problèmes, par exemple, de glaucome aux yeux, ça peut renforcer la pression sanguine au niveau de cette zone, donc ça peut être négatif. Donc voilà, donc faut parler de ça avec, alors peut-être avec son médecin déjà s'il y a vraiment Oui. un trouble important, et puis aussi avec son professeur de yoga. Et c'est là qu'il faut aussi bien choisir le prof de yoga, parce qu'il y en a qui vont être plus sensibilisés ou formés sur certaines thématiques que d'autres. Ouais. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Il est 12h26 et vous êtes sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Roland Granotier qui nous parle excellemment bien de yoga. Donc, on en connaît déjà un petit peu plus sur cette pratique qui paraît quand même hyper intéressante. Donc, Roland, je vous laisse la parole. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire parce que vous ne pratiquez pas que le yoga chez les particuliers, mais vous faites également, vous pratiquez le yoga également en entreprise. Donc ça, j'aimerais bien que vous nous développiez un petit peu cette pratique en entreprise. D'accord. Alors effectivement, moi quand j'ai connu le yoga, comme je vous l'expliquais, il y avait un lien assez fort avec mon parcours professionnel. Et du coup, quand je suis devenu professeur de yoga, je me suis dit j'ai envie de ramener cette pratique dans l'entreprise parce qu'elle me semble très bien correspondre un petit peu toutes les problématiques de l'entreprise qui sont déjà le stress aujourd'hui, Oui. avec une pression Je crois que c'est le gros très, fléau très du forte. moment, ça.
Des postures de travail aussi. Alors, on est de plus en plus dans des postures sédentaires. Alors, pas tous les métiers, évidemment, hein, mais on a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui restent assises devant un ordinateur ou devant un téléphone, avec tous les troubles que ça peut causer sur la santé. Parfois, les gestuelles de travail aussi, quand elles sont répétées. Et puis aussi, la dernière dimension, c'est que quand on est dans une activité professionnelle, parfois, on a tendance un petit peu à se déconnecter de ce que l'on est, de nos passions, de nos valeurs. Voilà. Donc, je me suis dit, je pense que le yoga, il peut apporter quelque chose dans l'entreprise. Donc, alors, le yoga existe en entreprise hein, avant moi. Hein. Mais en tout cas, j'ai envie d'amener ça dans l'entreprise. Alors, ça peut prendre différentes formes. On a des cours typés plutôt bien-être, donc qui sont en général dans le cadre de programmes sur la qualité de vie au travail, par exemple, ou des entreprises qui se disent, ben voilà, il faut que je laisse un espace à mes collaborateurs, à mes équipes, pour qu'elles puissent se ressourcer et puis aussi bouger un petit peu. Et être plus efficace par la même. Tout à fait. Donc, je peux intervenir avec des pratiques un petit peu comme je l'ai fait en grand public sur tapis. Donc, certaines entreprises ont des salles dédiées pour ça, pour les mieux équipés, les plus avancés. Parfois, on utilise la salle de réunion, on va pousser les tables. Voilà, en tout cas, on essaie de s'adapter un petit peu au terrain. Et du coup, je me suis senti aussi assez vite limité là-dedans parce que déjà, utiliser son corps en entreprise, c'est pas toujours bien accepté, ou en tout cas, c'est pas toujours facile. La problématique de l'espace aussi était compliquée parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas un espace où on peut poser 10 tapis. Et du coup, je travaille aussi beaucoup sur la dimension du yoga sur chaise. Donc, le yoga sur chaise, on est venu adapter les postures de yoga pour pouvoir les faire assises sur une chaise. Donc, au début, c'était plutôt dans le domaine des thérapies pour les seniors qu'on avait utilisé le yoga sur chaise. Et aujourd'hui, il y a un très grand courant dans l'entreprise là-dessus. Donc, ça permet de pratiquer ça dans une salle de réunion, de rester habillé je sais pas, en costume, en tailleur, peu importe. On n'a pas besoin de prendre une douche après. Le rapport au corps est beaucoup plus simple. Et du coup, on va pouvoir travailler cette dimension thérapeutique dont je vous parlais sur les postures. Donc, essayer de travailler des dimensions spécifiques. Alors, ça peut être, je sais pas, les cervicales, les épaules, les hanches, l'énergie. Ça peut être travailler cette dimension du stress aussi, comment on peut arriver à apaiser son stress avec les techniques de respiration, de méditation. Alors, quand j'interviens en entreprise, on enlève un petit peu la couche très traditionnelle du yoga tel qu'on peut l'imaginer. Voilà, donc il y a un discours aussi qui est adapté à l'entreprise pour mettre tout le monde à l'aise et puis être vraiment dans un contexte professionnel. Et est-ce que les employeurs participent? Parce que déjà, il faut trouver des employeurs qui soient d'accord pour que leurs salariés puissent être opérationnels en ayant une séance de yoga. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire, mais quelqu'un qui est quand même détendu est plus efficace dans son travail que quelqu'un qui est stressé. On est bien d'accord? Donc, est-ce que vous avez eu des réticences au niveau des employeurs pour intervenir justement dans les entreprises? Oui, alors on a un petit peu tout, tous les niveaux. On a parfois des entreprises et des directions qui sont moteurs sur ces projets-là et qui disent, voilà, moi j'ai compris, je sais qu'il faut que je donne cet espace à mes collaborateurs pour leur bien-être, parce que c'est essentiel déjà pour eux. Enfin, il y a un aspect humain aussi derrière ça. Il y a un aspect aussi d'efficacité, Bien sûr, d'arriver à stabiliser les équipes. Donc, les études qui ont été faites, on montre déjà, oui, sur l'efficacité, des gains qui vont entre 20 et 30%. Donc, ça veut dire que quand on passe 1 heure à faire du yoga, on va être plus efficace. Alors, ce qu'on gagne en efficacité, on peut le passer aussi à faire un petit temps de bien-être. Donc, ce n'est pas forcément du temps perdu, c'est plutôt un investissement. Oui, et puis efficace dans le sens aussi où c'est vrai qu'on sait tous, on a tous travaillé dans des bureaux, dans des entreprises, quelles qu'elles soient, où il y a quand même des tensions aussi entre salariés. Donc, c'est vrai que ça peut aussi assagir tout ça. Exact. Alors moi, c'est souvent un retour qu'on me fait. Alors j'interviens souvent pendant le temps de midi, par exemple, parce qu'il y a ce petit temps de pause qu'on peut utiliser. Et les personnes me disent, c'est chouette parce qu'après l'après-midi, on est plus détendu et on aborde les problématiques différemment, avec plus de calme. On est plus dans cette qualité de relation et de présence. Donc ça, c'est vraiment chouette d'entendre ça. C'est extraordinaire, parce que c'est vrai que les tensions au travail, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'on tombe sur des employeurs qui acceptent cette pratique, il y a un bienfait sur tout le monde. Donc voilà, donc il y a des employeurs qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Après, il y a certains organes aussi internes qui peuvent être moteurs. Je pense, alors avant, je travaillais beaucoup avec les CHSCT, les comités hygiène-sécurité, avec les comités d'entreprise. Donc aujourd'hui, ça a fusionné dans ce qu'on appelle le CSE. Donc en tout cas, c'est un organe
qui est là aussi pour aider l'entreprise à aller sur ces dimensions-là. Ça peut être le service ressources humaines aussi, qui sont souvent moteurs dans cette dimension-là. Ah oui, ils sont quand même là aussi pour Oui, mais ils prendre- dépendent quand même de l'employeur. ils dépendent de l'employeur, mais ils ont quand même cette fonction humaine Ouais. voilà, de garder j'allais dire ce capital humain, j'aime pas le mot capital, mais c'est Ouais. celui qui me vient. Non, mais en fait, En tout cas, cette richesse de l'entreprise qui sont ces hommes et ces femmes. Voilà, les produits, c'est annexe. Enfin, une entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont Oui. décidé de travailler ensemble. C'est un peu comme une famille. Oui. Voilà, donc après, on produit des services ou des biens, mais j'ai presque envie de dire que c'est annexe. Et justement, lorsque vous avez donc la satisfaction d'avoir une réponse positive dans les entreprises, les employeurs, eux, est-ce qu'ils participent à la séance en général ou est-ce qu'ils laissent leurs salariés faire le yoga entre eux? Bon, il y a un petit peu de ça, je dois l'avouer. C'est vrai? Et c'est dommage. Alors, ce que j'aime bien alors quand on fait par exemple un cours sur tapis, c'est qu'on va casser les codes. C'est-à-dire qu'on Oui. va plus voir les fonctions. Moi, si j'arrive dans l'entreprise, je suis plus capable de dire qui est le manager, la standardiste, le dirigeant. On se retrouve sur ce côté d'équité, d'égalité, et on redevient des êtres humains pendant un petit moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà, ça demande une démarche quand même individuelle. Donc il y en a qui le font, d'autres pas. Oui, C'est ça très doit être varié, un peu mais- frustrant pour eux de se retrouver au milieu des salariés au départ, je pense. Mhm. Je pense parce que c'est vrai que l'être humain a beaucoup d'a priori. Mm. Donc, c'est vrai que ça lui paraît peut-être ridicule d'être avec ses employés pour faire une séance, mais il faut peut-être les inciter justement à dire à partir de ce moment-là, on n'est plus dirigeant, on n'est plus salarié. On est là pour une séance de yoga, peu importe qui on est, quoi. Il y a plus, ça c'est comme quand on est dans un bureau, dans une entreprise et qu'on passe la porte, quand on sort de son travail, qui on est. On reste des êtres humains, on n'est plus je veux dire, telle personne. Et là, je pense que ça aussi, il y aurait peut-être une démarche à faire de ce côté-là. Ouais, sur Donc, l'authenticité, moi, c'est voilà. un thème que j'aime bien aborder en entreprise. Et du coup, voilà, de s'accorder ces moments d'authenticité où on est vraiment soi. Et où, du coup, il se passe quelque chose de magique, quoi, quand Ah on oui. enlève un petit peu tous les Mm. masques, les armures, les cuirasses dont on a besoin dans nos quotidiens, et puis en particulier en entreprise. Voilà, il y a ce côté du lien qui se recrée, qui est plus beau, qui est plus fort. On est dans l'instant présent. Et puis après, il y a parfois d'autres situations où il faut avoir d'autres postures. Mais en tout cas, de garder ça, je crois que ça soude vraiment les équipes. Et c'est vraiment pour moi essentiel à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, le bien-être en entreprise, c'est pas un luxe ou quelque chose qu'on met en non. plus pour faire plaisir. Exactement. Pour moi, c'est vraiment la base, quoi. C'est comme Bien sûr. savoir communiquer, c'est prendre soin de soi et prendre soin des Bien autres. sûr. Sinon, tout s'effondre. Ah oui, et c'est ce qu'on disait justement dans des émissions précédentes, c'est que effectivement, si on avait ce genre de séance en entreprise, il y aurait déjà moins d'arrêts de travail, puisque les gens se ressourcent. Mm. Donc c'est un véritable, quelle que soit la pratique, c'est un véritable ressourcement. Donc moins de stress, un ressourcement quand même énergétique quand même important. Ça évite des tonnes de choses, quoi, des arrêts de travail, des maladies, et je pense que là, il faut vraiment en prendre conscience de ça. C'est vrai que c'est peut-être un petit moment pour eux perdu, mais non, c'est jamais perdu. Non, c'est pas perdu. Enfin, Non. voilà, moi, dans les expériences que je vois Voilà. autour de moi, je travaille aussi avec des personnes qui sont en situation de burn-out. Voilà, c'est vraiment des drames. Alors, Ouais. c'est déjà des drames humains pour les personnes, c'est des drames parfois familiaux, parce que les personnes vont tomber en dépression, ils vont plus avoir de revenus. C'est aussi un drame pour les entreprises, parce qu'on va perdre un collègue, parce que l'entreprise va être déstabilisée. Donc voilà, tout ça, on a le pouvoir de l'anticiper, de le prévenir. Voilà, c'est pas compliqué alors, il y a beaucoup d'a priori, comme vous disiez, de Ouais. peur, de croyances. Moi, j'ai discuté avec des dirigeants. Alors, à nouveau, ils sont pas tous comme ça, qui avaient presque peur de faire rentrer du bien-être dans l'entreprise en disant, l'entreprise, elle est pas là pour fournir du bien-être. Ah bah dis donc, oui. Donc, Je moi, pense que là, il y a un gros problème. Voilà, je leur dis non, mais elle n'est pas là non plus pour créer du mal-être. Donc, on doit trouver cet équilibre entre, voilà, il y a un projet d'entreprise, il faut être rentable, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la santé ou de la vie des Voilà. gens, quoi. Mais de toute façon, ça peut pas être rentable dans la mesure où les gens sont mal, je sais qu'il y a énormément de gens qui ressentent un énorme mal-être dans leur travail. Mhm. Et je pense que si effectivement on instaurait ce genre de pratique,
ça irait déjà beaucoup mieux entre les gens et pour la production de Hum. l'entreprise. Et ça, c'est une évidence, quoi. Je sais pas ce Ouais, que... c'est des petites graines. Moi, j'aime bien. Oui. Alors, vous avez vu, je m'appelle granotier. Alors, Ouais. l'étymologie, c'est grainetier. Ah, Donc, bah je vais voilà. avoir au Moyen-Âge des gens qui utilisaient les graines. Et j'aime bien dire, voilà, à chaque fois que je fais une séance de yoga, c'est un petit peu comme si je semais des graines. Puis après, c'est aussi aux personnes d'entretenir ces graines, de les arroser. Voilà. Et on voit, il y a des entreprises que je suis maintenant depuis plusieurs années, on voit cette progression. Ça se fait doucement. Il ne faut pas vouloir tout changer d'un coup et Non. amener le bien-être partout dans l'entreprise à la rentrée en septembre. Mais voilà, c'est une démarche, c'est un chemin, comme une pratique personnelle. Voilà, on commence un jour parce qu'il y a une petite chose qui nous y amène. Et puis après, ça prend de l'ampleur et puis ça devient essentiel. Et on se dit, waouh, comment on a fait pour vivre sans ça avant, quoi. Voilà. Alors justement, je voulais vous demander, lorsque vous avez donc des gens qui viennent faire des séances de yoga, est-ce que par la suite, ils peuvent le faire seuls chez eux lorsqu'ils en ressentent le besoin, quand ils sentent qu'ils sont un peu stressés? Est-ce qu'il faut obligatoirement un professeur avec soi ou de temps en temps, la personne peut pratiquer le yoga seule chez elle? Alors, l'idéal, c'est qu'elle pratique seule. Ouais. Alors, quand on a fait quelques cours de yoga collectif, qu'on a appris les postures, la technique, parce qu'il y a aussi une dimension de sécurité dans les postures. Donc, il y a des alignements à respecter pour respecter notre anatomie, pour ne pas se blesser. Mais du coup, quand on a commencé à intégrer tout ça, on peut pratiquer chez soi. Alors, il y a plein de formes. Il y a un enchaînement assez connu qui s'appelle la salutation au soleil, par exemple, qui fait partie des classiques Quel du beau, yoga. oh, quelle belle appellation. Voilà, qui est un enchaînement de quelques postures de base qu'on peut faire le matin, par exemple, pour réveiller le corps. Alors, il y a d'autres rituels, on peut faire d'autres postures aussi pour démarrer. De plus en plus, aujourd'hui, on trouve aussi des supports numériques. Donc, il y a des applications qui peuvent vous guider dans votre pratique de yoga chez vous. On trouve des vidéos sur Internet. Donc, on a ce support pour pratiquer chez soi quand on en a besoin. Et puis, je pense que venir aussi à un cours collectif, ça permet aussi de continuer cette progression, d'avoir la notion d'échange et puis de challenge aussi un petit peu parfois, où on va un petit peu plus loin. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire. Attention, pour les gens qui ne connaissent pas le yoga, de ne pas aller sur Internet, regarder un peu toutes ces vidéos et pratiquer sans connaissance. Parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'il est essentiel quand même d'avoir quelques notions de yoga avec un professeur. Et par la suite, quand on a quand même connaissance de certaines pratiques et positions, postures, de le faire, mais surtout pas les gens qui n'ont jamais fait de yoga vont sur Internet, regardent, ah bah tiens, ouais, ça me plaît bien, je vais le faire. Et puis, c'est peut-être pas adapté non plus pour eux. C'est peut-être pas le yoga qu'il leur faut. Donc, attention, hein, prenez bien quand même un professeur avant de faire n'importe quoi. Il faut être vigilant quand même. Hein. Eh bien, on va peut-être se faire une petite pause et puis on revient tout de suite après. Ok. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, il est déjà 12h45 sur Radio Grand Lac 88 FM. Le temps passe trop vite, hein, Roland. Hein. On a encore tellement plein de choses à dire que ça passe toujours trop vite. Moi, je voulais quand même conclure sur le yoga parce qu'on va passer à autre chose. Je voulais quand même conclure avec, c'est vrai, on parlait hors antenne et un mot que j'adore, c'est le mot partage. Et c'est vrai que lorsqu'on est en position de yoga, qu'on fait une séance yoga, il y a vraiment ce moment de partage. Et ça, c'est essentiel et vraiment extraordinaire. C'est cette notion de partage, n'est-ce pas? Oui. Donc moi, ce qui est assez amusant, dans mon premier cours de yoga que j'ai fait, donc j'ai eu cette sorte de révélation qui était très personnelle. Et je crois que dès le premier cours, alors que j'étais absolument débutant, hein, évidemment, j'ai eu envie de partager ça en me disant « Waouh, l'effet que ça me fait, là, ce que ça change dans ma vie, je ne peux pas le garder pour moi, quoi. Ce qu'on m'a offert, donné, il faut aussi que je le retransmette autour de moi. » Donc, dans ma pratique, en tout cas, cette notion de transmettre, elle est vraiment importante. Alors, je ne sais pas tout, je ne suis pas parfait, je ne suis pas le plus grand prof de yoga du monde, loin de là. Mais en tout cas, ce qui me touche, j'ai envie vraiment de le partager. Et ce qui est amusant, c'est que le yoga, c'est une pratique individuelle. Et pour autant, quand on est tous ensemble dans une salle et qu'on pratique ensemble, il y a une sorte de synchronisation
qui se fait entre nous. Donc voilà, le mouvement, la respiration, l'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout touché du doigt avant de faire du yoga. Et qui m'émeut vraiment, quoi. J'en parle, là, j'ai presque la chair de poule de me rappeler ces moments-là où on se dit waouh, là, il est en train de se passer quelque chose et c'est à la fois individuel et collectif et on est tous un peu en train d'être connectés de façon intuitive. C'est assez chouette. Extraordinaire. Et donc, on va peut-être parler, parce que je sais que vous faites du coaching. Donc, qu'est-ce qui se passe qui vient vous voir? Comment ça se passe, le coaching au niveau du yoga? Alors, moi, je vous ai dit, donc le yoga a transformé ma vie. Et je suis passé d'une situation où je me sentais où mon métier n'avait plus de sens pour moi. Donc j'arrivais le matin, là, je me revoyais, je mettais la main sur la poignée de la porte d'entrée et j'avais un grand soupir qui sortait de moi en me disant waouh, faut y retourner. Voilà. Et j'avais l'impression d'être en couleur quand j'étais à l'extérieur et de devenir un peu en noir et blanc quand j'étais dedans. Et donc le yoga, moi, ça a été un des outils, une des pratiques qui m'a aidé à remettre du sens, à retrouver de l'alignement, à retrouver cette énergie de vie finalement. Et puis, j'ai dû aussi utiliser d'autres techniques pour faire ce changement dans ma vie, parce que du coup, moi, j'ai changé de métier, donc il a fallu me reformer, faire un projet professionnel. Donc, le yoga ne suffisait pas en tant que tel. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à l'univers du coaching, et puis celui de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Donc, c'est toute une batterie d'outils qui vont nous aider à atteindre des objectifs, à atteindre nos rêves et puis aussi à pouvoir exprimer ses besoins et puis ce rêve vers les autres. Et du coup, aujourd'hui, j'ai essayé de faire ce mélange des deux. Donc, de me dire, voilà, tous les outils, moi, qui m'ont le plus aidé. Donc, il y a le yoga, il y a la PNL, la programmation neurolinguistique, il y a des techniques de gestion du stress comme la cohérence cardiaque. Et je vais les mettre ensemble parce que c'est moi ce qui m'a permis de me transformer, en fait. Voilà, on parle de transformation, de chemin de vie, là. Et j'ai envie d'offrir ça à des gens qui seraient dans la même situation. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'accompagnement individuel sur des personnes qui se sentent plus en phase avec leur activité professionnelle, qui peuvent être dans des situations de burn-out ou juste de questionnement. Et j'essaie de les faire travailler à la fois avec la dimension corporelle et puis aussi essayer de les reconnecter à leurs valeurs, à ce qui a du sens pour eux, à une bonne gestion des priorités, et puis leur redonner cette petite énergie pour avancer, faire les pas sur leur chemin. Et donc, ça doit être compliqué quand même, difficile pour ces gens-là qui sont vraiment en burn-out surtout. Alors, quand on est dans des situations de burn-out avec un état peut-être dépressif, c'est pas forcément le moment, moi, où j'interviens, mais c'est plutôt une fois qu'il y a eu ce travail de thérapie peut-être de fait, où il va falloir se remettre en mouvement et puis se reprojeter vers l'avenir, où là, c'est bien d'avoir aussi... Donc, le coach, il est très... il travaille entre l'instant présent et puis l'objectif ou le rêve et le but. Donc, on est très tourné vers l'avant. Donc c'est complémentaire avec d'autres thérapies, mais voilà, cette idée de j'ai eu une situation difficile, j'ai appris des choses. Voilà, Mandela disait je ne perds jamais, j'apprends. C'est un petit peu ça, et se dire ok, maintenant vers quoi je dois me réorienter pour que tout ça soit plus juste pour moi et me convienne mieux. D'accord. Et donc la personne, par exemple, quelqu'un est comme vous étiez vous avant, dans un métier qui ne lui plaît pas forcément. Est-ce qu'il peut aller vous voir en vous disant, moi, je travaille dans un endroit qui c'est plus du tout mon truc, quoi. J'ai envie de faire autre chose. Et est-ce que, justement, vous intervenez au niveau du coaching pour ce changement d'orientation professionnelle? Est-ce que ça peut avoir une incidence bénéfique sur autre chose? J'espère. Ouais. Oui, on espère toujours. Non, en tout cas, voilà, effectivement, sur ces situations où on se questionne, alors déjà, il y a un gros travail. Donc moi, je le fais soit en accompagnement individuel, soit dans des stages collectifs. Il y a déjà un gros travail de bien comprendre sa situation. Parce que parfois, on est pollué par peut-être un élément d'une relation avec une personne ou avec son manager qui va nous faire percevoir tout l'environnement de façon négative. Et puis finalement, quand on décortique, quand on analyse, on se dit, tiens, finalement, il y a peut-être qu'une seule chose qui va pas aujourd'hui. Et c'est peut-être là-dessus que je peux travailler avant... Voilà, le but, c'est pas de changer de boulot parce que c'est quand même... ça engage, il y a de l'incertitude. Et puis peut-être qu'on va changer de boulot alors que finalement, c'était le bon boulot. Ouais. Voilà. Donc, il y a une phase quand même d'analyse de la situation actuelle qui est importante. Je travaille beaucoup avec les valeurs. Donc, quand des personnes comme ça arrivent, et moi, c'est ce que j'ai fait dans mon parcours à moi, je me suis dit, OK,
donc moi, j'avais quitté mon boulot et j'avais pas prévu de projet après. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux utiliser comme boussole ? C'est un petit peu comme si on est dans le brouillard où on ne sait pas où on va. Voilà. Donc, il faut se définir son objectif. Je voudrais aller sur telle montagne. Et puis, cette montagne, il me faut une boussole pour y aller. Donc, après, il y a différentes boussoles. Alors, moi, j'utilise beaucoup les valeurs, par exemple, les talents. Il y a des outils après, comme un outil japonais que j'aime bien qui s'appelle l'Ikigai. C'est quoi ? Alors, l'Ikigai, c'est un modèle qui vient de l'île d'Okinawa, qui est une île très connue, parce qu'il y a beaucoup de centenaires là-bas. Donc, il y a eu des études de fait sur leur alimentation, entre autres. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que les personnes là-bas, elles travaillent. Il n'y a pas cette notion de retraite, de vie active et de retraite, parce qu'ils sont connectés à leur boulot, à leur mission professionnelle, et c'est vraiment plus qu'une mission professionnelle, c'est presque une mission de vie. Donc, c'est logique de la faire tant qu'on peut, finalement. Mmh. Et donc, ça a été modélisé, et on essaie de travailler ce qui nous plaît déjà, parce que dans un métier, on doit se faire plaisir, il y a cette dimension de plaisir. Il y a ce pourquoi on est compétent, il faut des talents. Donc, parfois, moi, par exemple, j'aime bien faire la cuisine, mais je ne suis pas très compétent en cuisine. Donc, voilà, je fais des pâtes très bien, mais voilà. Donc, il y a le côté on peut aimer, puis on n'est pas forcément compétent. Il y en a qui ne savent même pas faire ça. Hein. Voilà. Et puis, il y a d'autres dimensions, mais on peut être compétent. Moi, je sais très bien faire des factures, mais alors par contre, je ne prends pas du tout de plaisir. Ah ouais. Donc, on va chercher ce qui nous fait plaisir, ce pourquoi on est compétent, ce qui peut nous nourrir aussi, donc en termes de rémunération, parce que là, on est dans une approche professionnelle. Donc, qu'est-ce que je peux monnayer de tout ça ? Et puis, la quatrième dimension qui me paraît essentielle et qu'on a peut-être oublié un petit peu, nous, en Occident, c'est la contribution au monde. Donc, c'est dans ce que je vais faire, en quoi ça contribue au monde, qu'est-ce que ça apporte, voilà. Alors ça peut être les gens autour de moi, à mon entreprise ou plus vaste au niveau du monde. Et on essaie de créer cette intersection entre ces 4 pôles là, pour trouver vraiment notre mission de vie finalement, ce qui a vraiment du sens pour nous. Et puis du coup, on peut aller vers cette voie-là. Ah ben, c'est génial. Mais par contre, justement, il y a peut-être aussi une chose qu'on n'a peut-être pas abordée, c'est savoir si justement lorsque on fait... qu'on soit coaché ou qu'on fasse du yoga, est-ce qu'il y a une hygiène alimentaire à adopter pour qu'on se sente mieux, ou est-ce que non, il n'y a pas d'hygiène alimentaire particulière pour pratiquer le yoga? Alors, pour moi, tous ces changements-là, par exemple, on parle d'alimentation, changer son alimentation, c'est dur. Parce qu'on a des habitudes, on a des croyances, c'est rentré dans notre éducation, dans le système social. Donc moi, je ne crois pas trop aux recettes miracles où je vais dire aux personnes arrêtez de manger des steaks hachés frites et puis mangez des haricots et ça ira mieux. Même si derrière, je me dis que ce serait peut-être bien. Donc pour moi, là, par exemple, l'alimentation, en fait, c'est un chemin. Ce que j'ai adoré dans le yoga, moi, quand je l'ai connu, c'est qu'en fait, c'est holistique, c'est-à-dire que ça prend tout ce qu'il y a en nous, quoi. Notre corps, notre pensée, nos émotions, la manière dont on se traite nous. Et pour moi, l'alimentation, c'est notre première source d'énergie. Donc, forcément, à un moment, on va se questionner sur son alimentation. On va se dire, OK, je vois que quand je mange du sucre, c'est agréable, mais en fait, ça me fatigue. Et je ne peux plus faire du yoga parce que je suis trop lourde. Voilà. Donc moi, j'avais déjà entamé ce travail sur l'alimentation avant de faire du yoga, mais je pense que le yoga est venu renforcer ça. Sur le sucre, l'alcool, la cigarette, le gras, voilà. On devient plus fin, j'ai l'impression qu'on a plus de sensibilité à ça. Et du coup, on se dit, c'est vrai que là, quand je prends ça, ça me fatigue et je suis peut-être moins bien, ça me perturbe mon équilibre. Moi, je vois, par exemple, je bois un verre de vin le soir ou une bière, et le lendemain, j'ai moins de finesse dans mes équilibres en yoga. Alors, c'est très fin, hein, je titube pas, mais je sens que j'ai moins de finesse. Ah ouais. Donc, on se dit, OK, voilà, ça perturbe quand même un petit peu mon organisme et du coup, j'ai envie d'aller vers plus. Alors après, il y a le mythe de... Alors, je ne sais pas si c'est un mythe d'ailleurs, mais on dit, en yoga, il faudrait être végétarien. Pas forcément. Mais par contre, on a ce rapport peut-être à la vie qui nous fait consommer de moins en moins de viande et puis peut-être un jour plus du tout. Mais voilà. Après, c'est des choix personnels et en tout cas, j'aime bien cette idée de chemin, quoi. C'est qu'on doit prendre conscience de tout ça et puis le mettre en place dans sa vie, à la fois avec détermination et puis douceur et puis se laisser un petit peu de temps. Et puis moi, il m'arrive de boire un verre de vin ou de manger un petit bout de tablette de chocolat ou faire un quand excès. même. Et la notion de plaisir aussi. Oui. On voit souvent le yoga comme quelque chose d'assez ascétique. Donc on se voit en méditation. Voilà, c'est ça. Pour moi, le yoga, il doit vraiment être dans le quotidien. Donc ça peut être très, très yogique de prendre une bonne bière avec des amis ou de manger une bonne tablette de chocolat ou de se faire plaisir. Voilà. Par contre, on sait qu'on ne peut pas faire ça
3 repas par jour, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. On va peut-être passer parce que, oh là là, l'heure tourne vite. Mon Dieu que ça tourne vite. Il est déjà 12h56. Et donc, il y avait, vous vouliez parler de vos ateliers, la future, ce que vous Oui, proposez. alors j'ai quelques dates, quelques événements. Alors le premier, c'est un atelier. Alors j'ai 2 dates qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a le 14 juillet, pour la fête nationale, je fais un atelier justement, donc c'est toute la journée à Annecy, où on va mélanger le yoga et puis ces outils du coaching avec cette idée d'aller ramener de l'équilibre dans son quotidien. Donc comment on peut rééquilibrer sa vie privée et sa vie pro, en essayant de ressentir comment on utilise l'équilibre dans le yoga. Et puis le deuxième qui sera en septembre, qui s'appelle Objectif zéro charge mentale. Donc c'est un stage de 2 jours en Savoie, à Jarrier, près des Aiguilles d'Arves, où on va essayer d'apprendre à gérer cette charge mentale et ce stress. Donc c'est le 26 et le 27 septembre. Voilà. Et puis vous pourrez me retrouver aussi, il y a un événement qui s'appelle Bifit. Ah oui, vous le faites à Aix-les-Bains. Voilà, Ouais, donc je c'est ça. participerai Vous y aussi. Donc s'il y en a serez, qui veulent venir nous voir, il y aura plein d'ateliers. Il y aura du yoga, du paddle, du fitness. Enfin voilà, c'est très très varié. C'est un bel événement aussi. Ah oui, d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est Voilà. voilà, je cherchais justement le Bifit Mm. et je voulais, comme maintenant, je pense que vous le savez aussi un petit peu, c'est que j'aimerais aussi orienter les émissions bien-être sur un petit peu le sport, parce que Mhm. je pense que c'est vrai qu'il y a énormément de bien-être et de choses extraordinaires dans les thérapeutes en énergie, mais il y a aussi le sport qu'il ne faut pas négliger et qui est une forme de bien-être quand Mhm. même. Donc, à cette occasion, justement, la semaine dernière, j'ai reçu Serge Duvernay et Alain Escoffier Mhm. qui pratiquent la montagne et vraiment une passion énorme pour la montagne. Et donc, pour eux, c'est vraiment un bien-être total que de se retrouver au sommet comme ça des montagnes et d'avoir atteint leur objectif. Donc, je me dis effectivement, il y a aussi, il ne faut pas négliger l'activité sportive Ouais, où mouvement. les gens peuvent aussi ressentir un bien-être énorme. Mhm. Donc, j'avais envie, moi, de temps en temps, tirer un coup de chapeau à ces sportifs-là le yoga, je pense Mhm. que c'est ce que je vous demandais hors antenne tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer le yoga comme une activité sportive? Donc, un peu oui, un peu non. Voilà, peut-être qu'au début, on peut se dire, tiens, je vais aller faire du yoga. Moi, alors, j'ai beaucoup de sportifs moi, dans mes cours qui font de la course à pied, du trail, et qui viennent plutôt avec la dimension de stretching, d'étirement, de relaxation. Et puis voilà, une fois qu'on met un petit peu le petit doigt dans l'engrenage, on va découvrir d'autres choses, la respiration, l'énergie, prendre soin de soi, l'équilibre. Donc voilà, à nouveau, on repart là sur quelque chose qui s'ouvre. Et en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans votre émission, et puis voilà, dans un événement, par exemple, comme Bifit, c'est de créer des ponts entre les pratiques, en fait. Parce que, voilà, moi, je vous parle du yoga avec passion, mais voilà, je me dis que si on arrive à créer des ponts, voilà, avec la nature, moi, j'adore aller me promener en nature, j'adore la montagne. Pour moi, quand je suis en montagne, c'est de la méditation, c'est du yoga. Voilà, il y a je sais pas, le qigong, le tai chi. Et plus on arrive à créer des passerelles entre ces pratiques, je pense, plus on est riche et complet. C'est ça. Et pour moi, il n'y a pas voilà, une pratique ou un dogme qui va nous apporter tout. C'est voilà, à nous de faire notre recette à l'intérieur entre ce qui nous touche. Exactement. Eh bien voilà, malheureusement, il est déjà l'heure de se quitter. Donc, merci Roland d'avoir été mon Merci à invité vous. aujourd'hui parce qu'on a encore appris plein de choses et c'était hyper intéressant. Donc, il est donc 13 heures. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, donc, je ne vous dis pas la semaine prochaine parce que l'antenne sera coupée, malheureusement. Mais peut-être dans l'été, on reviendra vous faire un petit coucou. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.